Le 10 octobre 2025, la rivière Sahel se ferme sans préavis, les canaux se figent et le pays passe en mode crise. Deux chiffres se heurtent. Jusqu'à 30% d'approvisionnement en moins dans certaines zones et un prêt de 400 millions de dollars suspendu pendant que les menaces de sanctions et d'isolement se multiplient. Dans les villes, entre fils, coupures et hausse des prix de base, que change vraiment le choix d'Ibrahim Traoré pour les ménages et les services essentiels ? Souveraineté revendiquée, logistique sous tension. La suite dépend de la capacité à distribuer, sécuriser les infrastructures et stabiliser l'adaptation. Cette séquence promet d'expliquer, sans slogan, ce que déclenche une rupture hydrique lorsqu'elle est appliquée sans préavis. Le bénéfice pour le spectateur est concret. Comprendre les mécanismes, en 10 à 12 mots, anticiper les effets réels, pas les discours. L'enjeu est double et immédiat. D'un côté, une contrainte matérielle mesurable qui affecte la distribution, l'hygiène, l'agriculture et l'énergie. De l'autre, une contrainte politique qui recompose les rapports avec les bailleurs, les partenaires et les acteurs économiques. Le récit suit une méthode simple. D'abord, établir ce qui change avant et après la décision, sans extrapoler. Ensuite, observer comment les réactions extérieures se traduisent en pression financière et diplomatique. Enfin, regarder l'adaptation sur le terrain, là où les fils, les comités citoyens et les solutions alternatives donnent une forme quotidienne à la crise. Ce cadre évite deux pièges. Il ne réduit pas l'événement à un symbole. Il ne transforme pas non plus les difficultés en fatalité. Ce qui compte, ce sont les conditions de tenue dans le temps et les choix qu'elles imposent à chaque niveau. 2 mois après la fermeture, la baisse d'approvisionnement atteint jusqu'à 30% dans certaines zones, tandis qu'un prêt de 400 millions de dollars reste suspendu. Ce décalage entre contraintes physiques et pression financière éclaire la suite. La crise n'est pas un épisode, c'est un système de tension qui se met en place. Le contexte immédiat est celui d'une décision appliquée sans préavis, le 10 octobre 2025, sur une ressource vitale longtemps administrée par des entreprises étrangères. À l'intérieur, les signaux remontent vite. À Ouagadougou, des pénuries d'eau sont signalées, des fils s'allongent, des coupures d'électricité sont évoquées et la pression sanitaire monte là où l'eau manque en premier. Les prix de certains produits de base augmentent dans le récit source, ce qui transforme la rareté en arbitrage quotidien. Dans les zones rurales dépendantes de l'irrigation, la contrainte se traduit par des ajustements manuels, des calendriers agricoles bousculés et une productivité décrite comme en baisse dans certains passages. Sur le plan administratif et technique, l'État lance un audit des infrastructures hydrauliques et déploie des équipes d'ingénieurs escortés par l'armée pour sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages. L'objectif affiché est une gestion autonome, sans intervention étrangère, mais l'exécution se heurte à la pénurie. L'autonomie ne remplit pas immédiatement les réservoirs. Ce décalage crée une fenêtre critique où l'organisation compte autant que la décision. À l'extérieur, les réactions se durcissent. L'Union européenne, les États-Unis et le FMI sont décrits comme augmentant la pression, dont la suspension du financement. Des entreprises étrangères interrompent des activités avec des pertes évoquées à grande échelle. Le symbole d'une ressource soustraite à des intérêts extérieurs devient un levier de contraintes diplomatiques. Dans ce faisceau de faits, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de jonction entre gestes politiques et logistique quotidienne. La question posée n'est pas de trancher, mais de comprendre à quelles conditions cette tension peut être tenue. À Ouagadougou, le premier repère n'est pas un communiqué, mais une routine cassée. Une matinée commence par des sauts alignés, des allers-retours vers un point de distribution, puis une attente qui s'étire. Le texte source évoque des pénuries d'eau signalées, des tensions sociales et une pression sanitaire qui monte quand l'eau manque, là où elle soutient tout le reste. Ici, l'impact précoce se mesure moins en discours qu'en gestes. Stocker, rationner, prioriser. Dans une zone rurale décrite comme dépendante de l'irrigation, le guide du récit change de visage. Un petit collectif improvise. Des comités citoyens se forment pour répartir l'eau de manière jugée plus équitable. Des systèmes communautaires apparaissent, parfois manuels, parfois appuyés par des solutions alternatives. Le texte mentionne des pompes solaires et la collecte d'eau de pluie comme réponse en progression. La productivité agricole est donnée en baisse dans certains passages,
mais des récoltes seraient partiellement maintenues localement au prix d'efforts supplémentaires. L'adaptation prime sur la normalité retrouvée. En arrière-plan, une autre figure traverse la scène. L'ingénieur et l'équipe technique escortés par l'armée, chargés de sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages. Ce détail installe une réalité politique concrète. La souveraineté ne se joue pas seulement dans l'annonce, mais dans la capacité à faire fonctionner, surveiller et réparer. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point d'équilibre entre l'élan symbolique et la logistique quotidienne, sans résoudre d'un coup les contraintes matérielles. Quand l'eau manque, la décision devient organisation. Avant le 10 octobre 2025, l'eau circule sous une gestion décrite comme étrangère et relativement stable. Après le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel coupe net l'approvisionnement et le pays bascule en mode crise. Ce qui suit se déroule par étapes, avec d'abord un démarrage brutal au petit matin. La décision est appliquée sans préavis. Les canaux se figent, les flux se raréfient. Les premiers signaux remontent rapidement. Pénurie d'eau signalée, perturbation d'infrastructures, coupures répétées. Dans les villes, l'attente s'installe. Des fils se forment au point de distribution. Les tensions sociales montent, alimentées par la rareté et l'incertitude. La dimension sanitaire est évoquée comme fragile, parce que l'eau manque là où elle soutient l'hygiène, les soins et l'électricité. Le quotidien se recompose autour d'une contrainte immédiate. Puis, très vite, la tension se déplace sur la scène extérieure. L'annonce circule vite, bien au-delà du territoire. Les réactions internationales se durcissent. Le geste est décrit comme une provocation ou une menace de stabilité régionale, selon les acteurs cités dans la source. Les alertes diplomatiques se multiplient. Le Fonds monétaire international suspend un prêt de 400 millions de dollars. L'Union européenne et les États-Unis sont présentés comme augmentant la pression, avec des menaces de sanctions évoquées. Des entreprises étrangères opérant dans la région interrompent des activités, ce qui se traduit par des pertes estimées à grande échelle dans le récit. Le symbole d'une ressource vitale soustraite à des intérêts extérieurs devient un levier de contraintes financières. Ensuite, sur le terrain, les conséquences se prolongent et se réorganisent. Face à la pénurie, le pouvoir tente de reprendre la main par l'infrastructure. Des équipes d'ingénieurs sont déployées, accompagnées de l'armée, pour sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages le long de la rivière. Un audit complet des installations hydrauliques est mentionné, comme si la crise devait être cartographiée avant d'être corrigée. L'objectif affiché est une gestion autonome, sans intervention étrangère, mais l'exécution se heurte à une limite simple. L'autonomie ne crée pas instantanément de nouveaux volumes d'eau. Parallèlement, une chronologie locale s'installe, plus lente et plus concrète. Des travailleurs suspendant des activités dépendantes de l'eau, des groupes communautaires s'organisent. Dans certaines zones rurales, des systèmes d'irrigation communautaire improvisés apparaissent. Des comités citoyens répartissent l'eau de manière jugée plus équitable. Le texte décrit aussi l'adoption progressive de solutions alternatives. Irrigation manuelle, pompes solaires, collecte d'eau de pluie. La production agricole est présentée comme affaiblie dans certains passages, mais partiellement maintenue dans d'autres, au prix d'efforts intensifiés. Tout au long de cette séquence, Ibrahim Traoré est présenté comme maintenant sa ligne. Il assume l'idée de sacrifice immédiat pour un bénéfice politique plus tardif. La décision ne se referme pas sur une résolution rapide, mais sur une tension durable. Chaque jour de pénurie exige de nouvelles mesures, chaque geste diplomatique alourdit ou allège l'isolement. La ligne des événements ne raconte pas une victoire ou un échec, mais une épreuve prolongée où le symbole rencontre la logistique et où le temps devient un facteur décisif. Avant la fermeture, l'approvisionnement est décrit comme continu et géré par des opérateurs étrangers, avec des flux suffisants pour soutenir villes, agriculture et industrie. Le delta est brutal, jusqu'à 30% d'eau en moins dans certaines zones, selon la source, ce qui transforme un système stable en contrainte permanente. Ce passage du normal au rationné fixe l'échelle réelle de la crise. L'eau elle-même reste le premier repère. Une baisse pouvant atteindre 30% ne raconte pas seulement un volume manquant. Elle impose des arbitrages concrets. Moins d'eau signifie moins d'irrigation, plus d'attente aux points de distribution et une pression sanitaire accrue.
Dans les villes, les pénuries signalées se traduisent par des files, des coupures et une organisation quotidienne réécrite. Dans les zones agricoles, la dépendance à l'irrigation devient un point de fragilité majeur, car la production ne se réorganise pas au même rythme que la pénurie. Une phrase suffit à l'expliquer. Quand l'eau baisse, tout le reste ralentit. Le choc financier extérieur arrive ensuite. La suspension d'un prêt de 400 millions de dollars par le FMI agit comme un multiplicateur. Ce montant ne se limite pas à une ligne budgétaire. Il réduit la capacité de l'État à amortir la crise, à financer des réparations et à soutenir les secteurs touchés. En clair, moins de liquidités arrivent au moment précis où les besoins explosent. La décision politique se retrouve ainsi encadrée par une contrainte de trésorerie qui oblige à prioriser dans l'urgence plutôt qu'à planifier dans le confort. Les pertes économiques agrégées complètent le tableau. Le récit source évoque des pertes pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars. Ce chiffre regroupe plusieurs mécanismes simples. Des entreprises étrangères suspendant des activités, des investissements sont gelés, des chaînes industrielles et logistiques ralentissent, chaque arrêt d'activité réduit des revenus, des emplois et des achats locaux. La donnée ne prétend pas mesurer chaque effet, mais elle empêche de réduire la crise à un geste symbolique sans coût matériel. Une autre lecture, plus macroéconomique, est évoquée. Une baisse de PIB d'environ 2,5% à court terme. Là encore, l'intérêt du chiffre est explicatif. Moins de production signifie moins de recettes publiques, alors même que les dépenses augmentent pour gérer la pénurie et les tensions sociales. Le calendrier politique et le calendrier économique entrent en collision. Face à ces chiffres, des amortisseurs sont mentionnés. Les comités citoyens, l'irrigation manuelle, les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie ne compensent pas les volumes perdus, mais ils expliquent comment la société tente d'éviter l'effondrement. La sécurisation des stations, vannes et barrages par des équipes d'ingénieurs escortés par l'armée stabilise l'existant sans créer d'abondance nouvelle. Dans cette lecture chiffrée, Ibrahim Traoré apparaît comme assumant un pari mesurable. Les nombres ne tranchent pas le débat. Ils posent une question de rythme. L'adaptation peut-elle aller plus vite que la contrainte ? La réponse dépend moins d'un symbole que de la capacité à transformer ces indicateurs en levier de stabilisation. Le débat décrit par la source peut être défendu honnêtement dans les deux sens, à condition de ne pas minimiser les coûts ni de caricaturer les intentions. Deux lectures structurées s'opposent, chacune avec une logique interne cohérente. D'un côté, une lecture en faveur de la décision présente la fermeture comme un acte de souveraineté destiné à rompre une dépendance jugée structurelle. Selon cette lecture, le cœur du problème n'est pas seulement l'eau disponible, mais le pouvoir de décision sur une ressource vitale. Si des entreprises étrangères administraient les infrastructures et les flux, reprendre la main modifie la position du pays dans toute négociation future. Les partisans soulignent aussi l'effet d'accélération forcée. La crise impose un audit des installations, la sécurisation des stations de contrôle, des vannes et des barrages, ainsi que la montée en compétences locales. Les solutions alternatives évoquées, pompes solaires, collecte d'eau de pluie, irrigation communautaire, sont vues comme des briques d'autonomie durable. Dans ce cadre, les sacrifices immédiats ne sont pas un échec, mais un investissement politique. Ibrahim Traoré est alors perçu comme cherchant à transformer un choc en capacité stratégique. De l'autre, une lecture critique de la décision décrit la rupture comme un pari à haut risque, susceptible d'aggraver la pénurie et de frapper en premier les plus vulnérables. Les éléments cités appuient cette inquiétude. La baisse d'approvisionnement, jusqu'à 30% dans certaines zones, les pénuries signalées en ville, les tensions sociales et la hausse des prix de produits de base forment un cocktail instable. À cela s'ajoutent les menaces de sanctions et la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars, qui réduisent la marge de manœuvre financière au pire moment. Les critiques rappellent que la souveraineté ne remplace pas instantanément les compétences, les pièces, l'énergie, ni les chaînes logistiques. Le symbole peut précéder la logistique, et la logistique finit toujours par imposer ses contraintes. Si l'on reste strictement dans la matière fournie, la réponse la plus solide tient à une condition centrale. La cohérence de la décision dépend de la vitesse d'adaptation, de la stabilisation de la distribution et de la solidité des relais régionaux évoqués avec le Mali et le Niger.
La question n'est donc pas pour ou contre, mais à quelles conditions cela tient, et combien de temps ces conditions peuvent être réunies. Ce point médian change la lecture de la fermeture. L'événement n'est plus seulement une contrainte nationale, mais un signal destiné à reconfigurer des alliances. 2 mois après le choc initial, au 10 décembre 2025, la source décrit l'ouverture de négociations avec le Mali et le Niger, présentée comme un soutien à une autonomie hydrique partagée. La crise, jusque-là subie, devient un levier diplomatique. Ce déplacement d'échelle est décisif. Tant que la fermeture reste isolée, elle expose le pays à des pressions financières et politiques asymétriques. Dès qu'elle s'inscrit dans une logique régionale, elle change de statut. La coopération évoquée ne promet pas une abondance immédiate, mais elle propose un cadre, partager des ressources, coordonner des infrastructures et réduire la dépendance à des opérateurs extérieurs. Le récit qualifie ce mouvement de coup stratégique, non parce qu'il efface les pénuries, mais parce qu'il transforme une rupture en négociation. À ce stade, Ibrahim Traoré se trouve au centre d'une double contrainte renouvelée. Il doit maintenir la distribution au quotidien, tout en donnant une crédibilité opérationnelle à ses appuis régionaux. La souveraineté cesse d'être un geste solitaire, elle devient une épreuve de coordination. La suite dépend moins de l'annonce que de la capacité à rendre ces partenariats effectifs, durables et mesurables dans le temps. Pour l'État, la première conséquence est une crise de continuité. Il faut gérer une pénurie durable tout en évitant l'escalade sociale, alors que l'approvisionnement baisse jusqu'à 30% dans certaines zones selon la source. La chaîne administrative se dédouble. D'un côté, l'urgence urbaine, pénurie signalée, file au point de distribution, pression sanitaire accrue. De l'autre, la reprise en main technique, audit des infrastructures hydrauliques, sécurisation des stations de contrôle, des vannes et des barrages par des équipes d'ingénieurs escortés par l'armée. À cette tension s'ajoute une contrainte financière majeure avec la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars et des menaces de sanctions. L'État doit arbitrer en permanence entre stabiliser immédiatement et transformer structurellement sans garantie que le temps politique corresponde au temps matériel. Pour les entreprises, la conséquence est une rupture d'environnement. Le texte évoque la suspension d'activité par des entreprises étrangères et des pertes économiques directes pouvant atteindre 1,5 milliards de dollars. Dans l'industrie et les services dépendant de l'eau et de l'énergie, la production est décrite comme chutant sur plusieurs mois. Pour les acteurs locaux, le choc se lit comme une hausse des coûts et une incertitude accrue. Eau plus rare, logistique perturbée, demande instable. Même lorsque l'objectif affiché est de substituer des opérateurs nationaux, la transition exige des compétences, des équipements et des financements qui, à court terme, sont précisément fragilisés par l'isolement. Ibrahim Traoré porte ici une promesse de reconfiguration, mais les entreprises vivent d'abord un resserrement brutal. Pour les ménages, la conséquence est immédiate et quotidienne. Dans les villes, l'eau devient un budget, une file, une fatigue. Les hausses de prix de produits de base mentionnés dans la source obligent à prioriser. Les risques sanitaires sont évoqués parce que l'hygiène et les soins se dégradent quand l'eau manque. Une partie de la population soutient la décision au nom de la souveraineté, mais une autre endure les coupures et l'incertitude. Le même événement produit donc deux réalités simultanées, fierté politique et vulnérabilité concrète. Pour l'équilibre régional, la conséquence est une recomposition prudente. Les négociations avec le Mali et le Niger, décrites au 10 décembre 2025, sont présentées comme une coopération de partage des ressources en eau et de résistance à l'ingérence extérieure. Cette dynamique peut amortir l'isolement et redistribuer le rapport de force. Mais elle crée aussi une dépendance nouvelle, la solidité de ces partenariats et la capacité à coordonner une gestion transfrontalière. La fermeture n'est plus seulement une décision nationale, elle devient un test de coopération régionale, dont les effets concrets dépendront de la coordination, de la confiance et de la capacité à stabiliser la distribution dans la durée. À horizon de 6 à 12 mois, la matière fournie permet d'imaginer plusieurs trajectoires distinctes sans leur attribuer de probabilité, mais en explicitant les conditions qui les rendent plausibles. L'intérêt de cet exercice n'est pas de prédire, mais de clarifier les leviers décisifs. On peut d'abord imaginer une stabilisation sous tension.
Dans cette option, la pénurie persiste par à-coups, mais les mécanismes d'adaptation gagnent en efficacité. Les audits et la sécurisation des stations, vannes et barrages améliorent la lisibilité de la distribution, même si l'approvisionnement reste inférieur, jusqu'à 30% dans certaines zones selon la source. Les solutions alternatives, pompes solaires et collecte d'eau de pluie, continuent de se diffuser. Les comités locaux structurent une distribution plus organisée. À l'extérieur, les pressions financières demeurent, mais la coopération régionale évoquée avec le Mali et le Niger joue un rôle de tampon. Dans ce cadre, l'économie évite l'effondrement, au prix d'une croissance faible et d'arbitrage permanent. On peut aussi imaginer une trajectoire plus favorable misant sur une transformation coopérative. Ici, la fermeture agit comme un déclencheur. Les négociations régionales débouchent sur des mécanismes opérationnels de partage des ressources et de coordination technique. La souveraineté ne s'exprime plus par l'isolement, mais par la capacité à définir des règles communes de gestion. Les investissements dans des technologies alternatives s'élargissent et l'expertise locale progresse. Les coûts initiaux ne disparaissent pas, mais ils se transforment en accélérateurs de reconfiguration. La crise est alors relue comme une étape de transition, non comme un verrou durable. Enfin, on peut imaginer une trajectoire plus sombre où s'installe une spirale de pénurie et d'isolement. Dans cette option, les sanctions et les retraites d'entreprises s'intensifient, le financement reste bloqué après la suspension du prêt de 400 millions de dollars. Les pertes économiques évoquées se prolongent. Les tensions sociales et sanitaires augmentent dans les villes et la contraction industrielle devient structurelle. Si la coopération régionale s'affaiblit, la fermeture cesse d'être un levier et devient un facteur d'aggravation. Une grille simple aide à raisonner. Si la distribution se stabilise et que les partenariats régionaux se matérialisent, alors la souveraineté se consolide. Si la pénurie s'étend et que l'isolement se durcit, alors le coût social et politique domine. À ce stade, le récit cesse d'être abstrait et oblige chacun à se situer. Quand l'approvisionnement baisse jusqu'à 30% dans certaines zones, la pénurie devient une expérience vécue, pas un concept. Pour les habitants des villes, l'eau n'est plus un décor. Elle structure la journée. Attendre, rationner, déplacer du temps, accepter que l'hygiène, la santé et parfois l'école s'organisent autour d'une contrainte. La pression sanitaire évoquée dans la source rend ces arbitrages visibles et répétés. Pour les agriculteurs, la contrainte est un calendrier qui se dérègle. Les solutions mentionnées, irrigation manuelle, système communautaire, pompes solaires, collecte d'eau de pluie, demandent une énergie supplémentaire et un apprentissage rapide. La résilience prend une forme concrète. Plus d'heures de travail, plus de coordination locale et des récoltes partiellement maintenues au prix d'efforts continus. Le texte parle d'une productivité affaiblie, mais aussi d'une capacité à tenir, imparfaite mais réelle. Pour les petits entrepreneurs et les travailleurs indépendants, l'effet se lit comme une incertitude permanente. Eau, électricité, logistique, demande, chaque variable peut se dégrader sans préavis. Même lorsque l'objectif affiché est une reprise en main nationale, la transition peut d'abord resserrer la trésorerie et l'emploi. Les pertes économiques évoquées et la suspension de financement ne sont pas des chiffres lointains. Elles se traduisent en décisions de fermeture, en gel d'embauche, en renoncement. Deux gestes simples émergent de la matière. S'organiser localement pour rendre la distribution plus équitable. Exiger de la transparence sur la gestion parce qu'une pénurie sans confiance devient conflit. Dans cette perspective, la décision portée par Ibrahim Traoré oblige aussi les citoyens à définir leur propre rôle entre endurance quotidienne et vigilance collective. La source décrit une sortie de crise non pas comme un événement unique, mais comme une succession de gestes concrets, lisibles et mesurables. La cohérence de l'ensemble dépend de leur enchaînement et de leur suivi dans le temps. Ibrahim Traoré est placé comme garant politique de cette continuité. Dès maintenant, un premier mouvement consiste à sécuriser l'existant. Il s'agit de protéger les infrastructures critiques, stations de contrôle, vannes et barrages, et d'en maintenir le fonctionnement sous contrainte. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, sont déjà mentionnées comme déployées. Le suivi se fait par des indicateurs simples, continuité de service,
réduction des coupures, stabilisation des points de distribution. Dans le même temps, à court terme, un autre mouvement vise à auditer et prioriser. Un audit complet des infrastructures hydrauliques et été est cité pour mesurer l'impact réel de la fermeture et hiérarchiser les réparations. L'objectif n'est pas d'annoncer, mais de cartographier. Les indicateurs pertinents sont la localisation des points de rupture, les délais de remise en service et l'avancement des travaux. Puis, dans les mois, il s'agit aussi de déployer des alternatives. Le texte mentionne la diffusion de pompes solaires, la collecte d'eau de pluie et des pratiques d'irrigation communautaire. L'enjeu est d'augmenter la capacité locale sans dépendre d'opérateurs étrangers. Le suivi porte sur le taux d'adoption, la couverture des zones rurales et l'atténuation des pénuries signalées. Il faut également soutenir les secteurs touchés. La source évoque des mécanismes d'urgence pour l'agriculture et les petites entreprises afin d'absorber le choc des perturbations et des retraits d'acteurs extérieurs. Les indicateurs sont le maintien des activités, la production minimale et l'accès aux biens essentiels. Et sur un horizon de 6 à 12 mois, il s'agit de verrouiller la coopération régionale avec le Mali et le Niger. La réussite se mesure à des accords opérationnels, une coordination régulière et une capacité partagée à stabiliser l'approvisionnement. La feuille de route ne promet pas l'abondance, mais une tenue organisée de la pénurie. On revient à l'image la plus simple, déjà croisée plus tôt, des seaux alignés et une file qui avance lentement. Au départ, ce détail semblait n'être qu'un symptôme parmi d'autres. À ce stade du récit, il devient un motif. Il résume une société contrainte d'apprendre à compter autrement, non plus seulement en argent ou en promesses, mais en litres, en heures et en confiance partagée. La source insiste sur une fierté collective qui émerge malgré les coupures, les hausses de prix et la dureté du quotidien. Elle décrit des comités citoyens, des systèmes d'irrigation improvisés, des pompes solaires installées là où il n'y avait rien et des dispositifs de récupération d'eau de pluie transmis de voisin à voisin. Rien de tout cela n'efface la pression diplomatique, ni la suspension d'un financement majeur, ni les pertes économiques évoquées. Mais cela construit une continuité minimale, la capacité à tenir quand l'extérieur exige un recul immédiat. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure figée que comme un point de tension permanent. Il incarne une ligne politique qui doit sans cesse se traduire en organisation concrète. Le rappel est presque sec, la souveraineté demande une gestion, pas seulement un geste. C'est précisément pour cela que l'histoire refuse de se clore trop vite. Elle laisse ouverte la question du temps. À ce stade, la fermeture de la rivière Sahel dépasse le cadre d'une décision politique ponctuelle. Elle devient un symbole social parce qu'elle oblige à relier 3 échelles en permanence: la dignité nationale, la vie quotidienne et la coopération régionale. La source raconte une fierté qui se construit au milieu des pénuries, mais elle rappelle aussi une limite simple. La fierté seule ne remplit pas un réservoir. Ce sont des choix répétés, souvent discrets, qui font la différence. Le récit place Ibrahim Traoré au centre de cette équation, non comme une réponse définitive, mais comme un point de passage. Ce qui décidera de la suite, ce ne sont pas les annonces, mais la capacité à organiser la distribution, à protéger les infrastructures, à diffuser des alternatives crédibles et à maintenir un cadre de transparence compréhensible par tous. À l'échelle régionale, la solidité des alliances évoquées comptera autant que la technique. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher abstraitement. Il est d'identifier ce qui pèse vraiment. Dans cette histoire, quel facteur vous semble le plus décisif pour réduire la pénurie sans perdre le contrôle? La capacité technique, la coopération régionale ou la gestion des pressions économiques extérieures? Et, selon vous, quelles mesures concrètes devraient être prioritaires en premier?